Bonjour! Dans notre dernière capsule, nous avons tenté d'expliquer ce qu'était pour Isa Berlin la liberté négative, une liberté conçue comme absence d'entrave. Est libre celui finalement qui peut faire ce qu'il veut sans ingérence extérieure. Autrement dit, la liberté promue par les libéraux, une liberté proprement moderne, est celle qui laisse un espace inviolable, celui de l'espace privé, où le droit à la vie, le droit de penser, le droit de s'exprimer, le droit de manifester est au cœur des préoccupations. Il est temps maintenant de passer au deuxième volet de cette conception de la liberté, c'est-à-dire la liberté positive. Isaiah Berlin nous présente finalement la liberté positive comme étant au cœur de la pensée socialiste et de la pensée communiste. Mais on va voir que cette fameuse conception de la liberté positive s'enracine dans une longue tradition que nous allons faire remonter jusqu'à Platon. Qu'est-ce que la liberté positive? Il la définit d'abord comme le sens, comme l'idée d'être son propre maître. Donc, il nous dit le sens positif du mot découle du désir de l'individu d'être son propre maître. J'ai mis, pour nous amuser un peu, un petit poème de Baudelaire, une strophe qui s'intitule Léonton Timorouménos. Éanton soi-même, Timorouménos, c'est être tyran. Donc, Léonton Timorouménos, un terme grec qui signifierait être tyran de soi-même. Alors, Baudelaire nous dit, je suis la plaie et le couteau, je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue, et la victime et le bourreau. Donc, pourquoi je mets cette fameuse strophe de Baudelaire? C'est parce que l'idée d'être son propre maître suppose l'idée d'une domination de soi-même. Et qui dit dominer, rapport de domination, dit bien sûr que quelqu'un sera esclave en un sens, ou quelqu'un sera perçu comme étant inférieur. Quelqu'un devra être perçu comme ignorant de ce qu'on doit faire pour être fondamentalement libre. Je pense que c'est ce qu'on doit avoir à l'esprit. Donc, la deuxième formulation va un peu en ce sens. Qu'est-ce que la liberté positive? Ce serait la volonté d'être autonome. Le concept d'autonomie, nous l'avons déjà dit, ici, ce serait au cœur de la liberté positive. C'est ce que Kant, notamment, nous dit lorsqu'il veut donner une définition positive de la liberté, de n'être gouverné que par son vrai moi. Or, s'il y a un vrai moi, cela suppose qu'il y a un moi inauthentique ou un moi qui cherche à se parfaire ou à s'accomplir parfaitement. Donc, il y aurait finalement un véritable moi qui n'est pas encore conscient que la véritable liberté se trouve vers une finalité quelconque. Ceci nous amène finalement à une troisième formulation, cette idée de finalité. Isa Berlin va nous dire que la liberté positive est en ce sens une liberté en vue de. On suppose alors que le mot positif signifie d'abord une définition positive de la liberté. C'est définir en affirmant quelque chose. C'est être son propre maître. C'est être autonome, d'avoir la maîtrise de ses désirs notamment, d'être le gouvernement de soi-même, d'être un être rationnel qui est capable de parvenir à ce qui est le mieux pour s'épanouir. Alors, cette idée de la liberté positive, elle est liée aussi à un but positif. Donc, c'est le pouvoir et même le devoir d'agir, voire même contraindre en vue du bien.
ou de ce qui est perçu comme étant bien, hein, pour un individu, pour un groupe, pour un État, pour une société. Et ce qui m'apparaît intéressant à souligner ici, hein, c'est un peu l'idée du poème de Baudelaire, c'est que lorsque le pouvoir s'exerce sur un organisme, sur un individu ou sur un ensemble donné, ben, il y a en même temps la possibilité de contraindre. Donc, c'est une liberté contraignante en vue de quelque chose. Donc, être libre, ce serait en même temps ici être contraint. Et c'est le sens même du mot autonome. Celui qui est autonome, c'est celui qui se donne, hein, au sens étymologique, qui se donne une loi, nomos, autonomos, une loi en soi-même. Comme dirait Kant, par exemple, on a le devoir d'être bienveillant. Et se donner le devoir d'être bienveillant, c'est être fondamentalement libre. Hein, seuls les êtres humains dotés de liberté peuvent se donner le devoir d'être bienveillants. Et pourtant, cette liberté suppose de se contraindre. Pour mieux comprendre ceci, j'ai dit tout à l'heure que la liberté positive est certainement liée au modèle socialiste communiste que décrit Isa Berlin, mais on doit remonter beaucoup plus loin que ça pour mieux comprendre ce qu'est la liberté positive. Isa Berlin nous donne la clé lorsqu'il parle des platoniciens, hein, ceux d'allégeance platonicienne. Donc, on peut aller voir Platon, ce qu'il nous dit sur sa conception de la liberté. En fait, on peut dire que Platon, hein, si on regarde bien ses écrits, lorsqu'il parle de la liberté, hein, de faire ce que l'on veut sans être contraint par qui que ce soit, il a une critique sévère envers ce type de liberté-là, en disant finalement que c'est une liberté d'esclave. C'est une liberté finalement de personnes qui ne savent pas se contrôler. Autrement dit, Platon à la différence d'Isa Berlin, semble nous dire que cette liberté comme absence d'entrave, c'est précisément une fausse liberté. Alors, qu'est-ce que nous dit Platon? Dans sa fameuse allégorie de la caverne, que vous avez représentée ici sur le fameux tableau de Magritte, hein, qui est un des tableaux de la série La condition humaine. Donc, dans cette fameuse allégorie, comme le montre le tableau, vous avez une caverne, vous avez l'extérieur de la caverne, on ne le voit pas, mais il y aurait un soleil qui éclaire l'ensemble de l'espace extérieur. Et puis, à l'intérieur de la caverne, il y aurait un feu, hein, le feu qui symbolise tout simplement notre soleil matériel, hein, qui éclaire le monde dans lequel nous sommes. Et il y aurait des prisonniers, hein, au fond de la caverne qui sont attachés, prisonniers des apparences du monde, prisonniers de leur corps matériel, en un sens, prisonniers de leur désir. Et puis là, bien sûr, il y aurait des personnes qui leur font voir, hein, des apparences, des opinions, des choses qui semblent être vraies sans qu'on sache si c'est vrai ou non. Et là, bien sûr, on se laisserait bercer par les apparences. Et l'objectif, bien sûr, nous dit Platon, ce serait de pouvoir être libéré pour sortir jusqu'à l'extérieur, à une sorte de sortie pénible jusqu'à l'extérieur de la caverne où on verrait enfin la vérité. Donc l'extérieur, ce serait le lieu des idées, le lieu où on peut comprendre le monde avec des concepts universels, comme nous dirions aujourd'hui, avec des concepts pour mieux saisir la réalité des choses. Et le soleil à l'extérieur de la caverne, nous dit Platon, ce serait l'idée des idées, l'idée au-delà de toute chose, qu'il appelle le bien. Autrement dit, hein, si on comprend bien la métaphore, c'est que l'éducation de l'homme ne peut aboutir qu'à un seul point, ultimement, le bien. On fait tout en fonction d'un bien. Le problème, c'est que souvent, on se trompe. D'où l'idée, finalement, qu'il faut essayer de connaître. Il faut essayer de connaître son vrai moi. Il faut essayer de connaître ce qui est véritablement bon pour l'homme, pour soi-même.
les idées qui sont développées par Platon, donc je les ai mises ici, donc c'est la libération du prisonnier. Qui dit libération dit bien sûr liberté. Donc il faut se libérer vers quelque chose d'extérieur, quelque chose pour Platon qui est transcendant, qui est au-delà finalement de notre propre compréhension des choses. Pour Platon, cela signifie d'abord la chose suivante, c'est le contrôle des désirs par l'intellect. Il faut réussir à contrôler ces désirs individuels qui vont partout, qui se laissent bercer au gré des apparences, puis qui fait en sorte finalement qu'on ne réussit pas à se contrôler soi-même, et pire encore, qu'on risque ou on risque finalement d'être injuste envers d'autres personnes. Autrement dit, une véritable liberté pour Platon, c'est pas se laisser aller au désir sans entrave, mais c'est plutôt avoir une maîtrise des désirs par l'intellect ou par la raison. Prenons un exemple, celui de la santé. Si nous voulons être en santé, il ne faut pas se laisser aller à tous les désirs, par exemple la nourriture ou par exemple la paresse ou par exemple les désirs d'écouter des téléséries à l'infini. Non, il faut plutôt se contraindre en un sens à faire certaines choses pour que le corps soit en santé, s'astreindre par exemple à certains types de nourriture et idéalement, bien sûr, d'avoir un contrôle sur nos appétits. Ce qui est intéressant ici, c'est que si on veut être véritablement libre, d'avoir un véritable contrôle sur soi-même, bien, on a le devoir de se contraindre à certaines choses, de se donner certaines normes, certaines balises à l'intérieur duquel l'homme peut s'épanouir. Donc, c'est l'idée de la domination de la raison, je l'ai dit. Deuxième élément, j'y vais rapidement pour cette idée-là parce que notre objectif, c'est pas de comprendre de Platon, mais si on veut bien comprendre, me semble-t-il, l'idée de la liberté positive, il faut comprendre ce que nous dit Platon de l'épanouissement ou de la croissance. La croissance et l'épanouissement, par exemple, de tout être naturel. Pour Platon, il y a un rapport entre le bien qui serait une idée que l'âme essaie d'atteindre, comme la raison, que l'intellect essaie d'atteindre, au même titre finalement que tout être naturel essaie de tendre vers son plein épanouissement, comme une plante, par exemple, qui va croître lorsqu'elle est au soleil. Et Platon va faire une analogie lorsqu'il est juste avant l'allégorie de la caverne. Il va dire, bien, si on veut vraiment comprendre le bien, c'est une idée qui est difficile, ça, à comprendre le bien. C'est trop abstrait. Mais il va dire, prends l'exemple du soleil, le soleil concret là, que nous avons. Le soleil, c'est ce qui permet de croître, de faire croître toutes les choses naturelles. Et en un sens, s'il n'y a pas de soleil, le bien, mais s'il n'y a pas de soleil concret, matériel, ben, une plante, par exemple, ne pourra pas s'épanouir, elle ne sera pas libre de s'épanouir, même si tout semble déterminé pour qu'elle finisse par faire des fruits, pour que le fruit tombe, puis qu'un autre arbre ou un autre arbuste, une autre plante ou une autre fleur pousse. Autrement dit, je crois que si on veut bien comprendre l'idée de liberté positive, c'est l'idée d'une finalité qui est déjà posée au départ et tout ce qui entrave l'épanouissement de, de cette, de cette finalité-là, de cet objectif-là, est quelque chose qu'on doit éliminer, qu'on doit dominer, ce serait le moi inférieur, puis on essaie finalement d'atteindre quelque chose de parfait. Ça pourrait être, on dit, un cadre individuel, mais ça pourrait être aussi la cité, c'est ce que nous dit Platon. Il faudrait que la cité puisse
devenir la meilleure possible, puis toutes les entraves qui sont présentes dans la société, il faudrait les contrôler de manière à ce qu'on puisse atteindre un ordre parfait où chacun pourrait s'épanouir pleinement. Puis dans la conception de Platon, on sait très bien que son rêve, c'est celui du philosophe roi, celui qui a la connaissance, celui qui a la meilleure connaissance des idées, de la vérité, de la justice, du bien, et qui, au retour de la caverne, va poser des lois en fonction de cette fameuse idée du bien, de cette fameuse justice idéale, pour que chacun puisse bien être bien ordonné. On voit quand même que c'est une toute autre conception de la liberté. Ça supposerait finalement d'avoir un monde extrêmement cadré, avec des lois précises qui empêchent que chaque individu puisse agir en fonction de ses propres désirs. Donc là, on voit complètement ici l'opposition avec la liberté négative. Voici ce que nous dit Isaiah Berlin sur lorsqu'il parle des platoniciens et des hegeliens. C'est comme ça dans le texte. Laissons tomber Hegel, qui n'est pas un auteur que j'apprécie tout particulièrement, mais je pense qu'avec Platon, on peut très bien comprendre de quoi il s'agit. Il nous dit la chose suivante. Examinons par exemple le destin de cette métaphore, au départ inoffensive, de la maîtrise de soi. Qu'est-ce que ça veut dire, cette maîtrise de soi? Je suis mon propre maître, je ne suis l'esclave de personne. Les hommes n'ont-ils pas déjà fait l'expérience de se libérer de l'esclavage spirituel ou de l'asservissement à la nature? Donc, l'esclavage de l'âme sur les désirs ou l'asservissement à la nature, c'est-à-dire être dominé par des inclinations, des intérêts particuliers, des fantasmes particuliers, où on pense être libre finalement, mais où on est prisonnier tout simplement de lubies personnelles. Et pris conscience de l'existence en eux d'un moi dominateur et d'un moi dominé. Donc, c'est comme si en chacun de nous, puis au cœur même de notre société, il y aurait une sorte de moi dominateur et de moi dominé. Puis si le moi dominateur nous donne la bonne direction, bien, on va être libre. Autrement dit, le moi va être dominé, puis en étant dominé, on va être véritablement libre car en contrôle de soi-même. On pourrait dire la même chose de la cité ou de l'État qui va être en contrôle de lui-même parce qu'il va imposer une manière de faire à ses citoyens. Or, cette contrainte-là ne sera pas perçue comme quelque chose de contraignant véritablement parce que ça correspond à une véritable liberté, un épanouissement à la fois de l'individu et à la fois de la cité. On pourrait reprendre, par exemple, l'idée que j'ai donnée à la dernière capsule, celui de la cigarette. La cigarette, par exemple, on sait que ce qui est bon pour la santé, c'est de ne pas fumer. Donc, les désirs, la dépendance à la cigarette doit être contrôlée. On va aller voir un médecin, par exemple, il va nous dire il y a certains moyens qui vont t'aider à pouvoir passer par-dessus ça. L'État va même, par exemple, t'interdire de fumer à certains endroits. À un certain moment donné, tu vas avoir moins le goût de fumer, puis tu vas devenir maître de toi-même. Dans cette conception-là, on voit très bien que malgré qu'il y ait des contraintes, l'individu semble devenir plus libre car en contrôle de lui-même. Deuxième philosophe que j'aimerais voir, donc là on fait un bond de quasiment 2200 ans certains. La volonté générale chez Rousseau. Alors, c'est un autre, on va dire, une tête de turc de Isaiah Berlin notamment, qui va en faire une critique sévère. Pourquoi? Parce que Rousseau va parler non plus à l'idée de volonté, bien sûr la volonté individuelle, par exemple, ça fonctionne très bien avec la liberté négative. Je suis libre de faire ce que je veux moi-même sans que l'autre intervienne. Mais Rousseau va développer l'idée d'une volonté. Donc, qui dit volonté dit je veux, je suis libre de faire quelque chose, mais une volonté non plus particulière, mais générale. Il va dire la chose suivante. J'ai pris deux passages qu'on retrouve dans le contrat social et qui a dû faire réfléchir drôlement Isaiah Berlin.
Il va dire de la volonté générale. Il s'ensuit de ce qui précède, que la volonté générale est toujours droite et tend toujours à l'utilité publique. Il va dire après ça, hein, si il y a des volontés particulières, ben, les volontés particulières hein, ne vont pas toujours dans le même sens. Fait que des fois, on délibère d'une façon, puis on peut se tromper. Puis l'autre va aller dans un sens, puis quelqu'un d'autre va aller dans l'autre sens. Puis, hein, si par exemple, il y a seulement deux options, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la volonté générale, ça va être l'ensemble des volontés hein, qui va s'annuler les unes des autres, comme des plus et des moins. Puis là, à un moment donné, ben, il va y avoir certaines personnes qui vont aller plus d'un côté que de l'autre. Là, c'est la majorité qui va l'emporter. Et si c'est la majorité qui l'emporte, ça veut dire que ça va être du côté de l'utilité publique. Et ce qui est intéressant, il dit, c'est qu'elle est toujours droite, donc jamais injuste. Elle ne se trompe jamais, elle n'erre jamais. Tant aussi longtemps, finalement, qu'elle a l'idée de l'intérêt public à l'esprit. Quelque chose qui est satisfaisant pour chaque sujet, dans la mesure où chacune des lois va faire en sorte que je vais être soumis à la loi. Deuxième passage, quand donc la vie contraire au mien l'emporte, cela ne prouve autre chose sinon que je m'étais trompé et que ce que j'estimais être la volonté générale ne l'était pas. Si mon avis particulier l'eût emporté, j'aurais fait autre chose que ce que j'avais voulu. C'est alors que je n'aurais pas été libre. Alors là, c'est assez intéressant ici. Si, par exemple, je suis dans une assemblée quelconque, où moi, par exemple, je veux, prenons un exemple, c'est dans une assemblée où on veut lever une cotisation pour que chacun puisse avoir des passeports d'autobus gratuits. Donc, qu'est-ce que la liberté? Bien, la liberté, par exemple, c'est être en contrôle de soi-même. Donc, j'ai le contrôle de moi-même, je vais en assemblée, je suis capable de délibérer, puis là, c'est la volonté générale qui va s'exprimer. Donc, moi, je ne suis pas d'accord, par exemple, avec cette idée hein, que je vais mettre de l'argent pour que tout le monde puisse avoir une sorte de passe hein, de bus parce que moi, j'en ai pas, puis j'aime mieux prendre ma voiture. Exemple. Puis finalement, bien, au bout de la délibération de l'ensemble de l'Assemblée, je finis par être minoritaire, puis c'est la majorité qui l'emporte. Alors, ce que nous dit ici Rousseau, c'est que finalement, si ça avait été, si je conservais ma propre décision, ce ne serait pas être véritablement libre. Parce qu'être véritablement libre dans un contexte comme celui-là, c'est suivre toujours la volonté générale qui ne erre jamais. Parce que la volonté générale, hein, vise toujours un bien, puis en principe, c'est le bien hein, du plus de personnes possible et nécessairement l'utilité, la volonté générale ne peut pas viser autre chose que l'utilité publique. Et là, être libre, ça serait se contraindre à suivre la volonté générale, ce qui est tout à fait paradoxal. Alors, Isaiah Berlin va nous dire hein, de cette fameuse conception-là, hein, il va parler d'une sorte de quelque chose qui est comme une sorte d'organisme. Hein. On fait partie d'une sorte d'organisme, soit à l'intérieur de nous, il y a plusieurs parties, ou on fait partie d'un corps toujours plus gros. Dire en imposant à ses membres récalcitrants sa volonté une, collective ou organique, cette entité ou vrai moi atteint un plus haut degré de liberté pour elle et par conséquent pour eux. Autrement dit, hein, suivre la voie de l'État, par exemple, qui serait l'organisme qui nous chapeaute tous, ce serait toujours être libre en un sens. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que l'État habituellement fonctionne en faisant des lois et habituellement, une loi, c'est supposé ou censé restreindre ta liberté. Hein, c'est ce que nous dit, par exemple, Hobbes. Il va dire que euh, liberté hein, s'oppose toujours à une obligation. Hein, un droit s'oppose à la loi. S'il y a des lois, ben, j'ai moins de droits. Alors, Rousseau semble dire l'inverse. Au contraire, quand c'est la volonté générale puis qu'on impose des lois, les gens sont de plus en plus libres. Alors, vous voyez, hein,
c'est une manière peut-être plus socialisante de voir la liberté. C'est vers ça qu'on s'en va. Alors, la domination de soi-même, quelques remarques pour terminer notre parcours. Isa Berlin va nous dire quelle est la question qui est au cœur de la liberté positive. Donc, sur quoi se fonde l'autorité qui peut obliger quelqu'un à faire ou à être ceci plutôt que cela. Donc, sur quoi se fonde l'autorité? Sur la vérité, sur la rationalité, sur la raison, hein, sur le bien, sur la justice, sur l'égalité. Hein, puis là, on voit tout le temps l'idée que l'autorité va s'appuyer sur une finalité jugée comme étant bonne. Donc, définition de la liberté qui aboutit finalement au système socialiste. Donc, premièrement, c'est la domination de l'organisme. L'organisme, ça peut être tout simplement l'âme. Si l'âme est composée de plusieurs parties, comme dit Platon, hein, du moins deux, là, si on en prend juste deux, le désir puis l'intellect, ben, ces deux parts-là, il y en a une qui doit dominer, puis l'autre doit être dominée. Puis, bien sûr, c'est la même chose quand on parle de corps plus gros, lorsque l'individu fait partie d'un groupe, que ce soit par exemple une association ou tout simplement de la plus grande association que l'on connaît, celle du contrat social qui mène à l'État. Donc, les autres points, la domination pour le bien, on l'aura bien compris, la domination paternaliste et interventionniste, dans la mesure où lorsque quelqu'un n'est pas capable de se contrôler soi-même, l'État va être en mesure de le contrôler pour son propre bien, et c'est ce qu'on va appeler ici le mettre dans la voie de la liberté positive. Ça suppose souvent un paternalisme de l'État ou un État interventionniste et une domination plutôt sociale. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Pensons la liberté positive dans un cadre social. Pensons par exemple à une association du type l'association étudiante du Cégep Garneau ou tout autre asso étudiant. Qu'est-ce que l'on dit? C'est que les décisions prises par l'association sont l'expression finalement d'un pouvoir légitime qu'on leur accorde et il faut toujours suivre, comme on dit, la voie de la majorité parce que l'Assemblée, hein, qui prend les décisions, est souveraine. Et là, par exemple, il pourrait y avoir, je ne sais pas moi, une association, hein, qui décide de contraindre les étudiants à payer une cotisation supplémentaire pour pouvoir faire certaines mesures, des mesures, par exemple, qui sont jugées comme étant bonnes puis qui permettent à notre société d'être meilleure qu'elle ne l'est. Par exemple, faire des interventions du côté de l'environnement, faire des interventions du côté, par exemple, je sais pas moi, de l'aide aux étudiants, par exemple, qui ont des difficultés financières. Donc, autrement dit, hein, l'association étudiante peut prendre certaines des décisions en vue de ce qu'elle juge comme étant bon. L'autre élément que j'aimerais souligner, un autre exemple, une autre illustration, celle du Québec qui me semble être la plus appropriée pour expliquer la liberté positive, c'est tout ce qu'on nomme les droits positifs. Par exemple, le droit à l'éducation, hein, le droit à la santé, le droit à d'un salaire minimum ou l'assistance sociale, par exemple. Tout ce qu'on appelle, hein, les droits sociaux. Alors, ce qui m'apparaît ici fort intéressant, c'est le fameux slogan de Jean Lesage dans les années 60, où on a eu l'avènement de la révolution tranquille au Québec, maître chez nous. Donc, maître chez nous, ça veut dire finalement prendre possession de soi-même, se dominer soi-même. Et se dominer soi-même,
ça va vouloir dire imposer, par exemple, à certains membres de l'État certaines choses au profit finalement de ce qu'on juge comme étant fondamental. Si, autrement dit, si on n'atteint pas ça, si on n'atteint pas, par exemple, la santé pour tous ou l'éducation pour tous, ça veut dire qu'on ne sera jamais véritablement libre. Si on n'est pas tous fondamentalement égaux et qu'on n'entend pas cette égalité entre nous, jamais on sera véritablement libre. Et là, ça va supposer un État interventionniste qui va grossir puis qui va grossir et qui fait peur aux libéraux parce que c'est un État finalement qui va finir par gruger de plus en plus ou intervenir de plus en plus et à s'immiscer de plus en plus dans la vie privée des gens. Donc, vous avez le libéralisme social et l'État-providence, ou disons l'État interventionniste de Jean Lesage, avec l'idée que l'État québécois veut votre bien encore aujourd'hui. On a à cette époque-là la nationalisation de l'électricité qui va permettre d'avoir un très gros bas de laine. Et ce bas de laine-là va permettre le ministère de l'Éducation, va permettre la Caisse de dépôt et de placement pour que les gens puissent avoir une retraite un jour. L'assurance maladie en 1969, dans la lignée, c'est pas le même gouvernement, mais dans la lignée de la Révolution tranquille. Jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, là, il y en a eu plein d'autres. Après ça, vous avez les garderies à 8 $ et quelques aujourd'hui. Puis bien sûr, à toutes les mesures sanitaires qu'on impose aujourd'hui, on pourrait bien dire, ces décrets-là, ces lois qui sont faites par le gouvernement, qu'on appelle un décret, mais c'est certainement pas l'expression de la liberté, nous diraient les libéraux. C'est peut-être justifié, mais on ne peut pas appeler ça de la liberté. Pour les socialistes, on pourrait dire, c'est l'expression même de la liberté en un sens, car ça permet à tous d'être protégés et de pouvoir vivre dans un monde où on n'est pas en danger de mourir. Et là, on voit ici cette idée que le bien est déjà posé, la santé, puis si on veut s'épanouir pleinement, on devra prendre les mesures qui s'imposent. Disons, peut-être pour avoir ça plus clairement, qui dit liberté positive dit bien sûr des droits positifs. Un droit positif, c'est non pas que l'autre ne doit pas intervenir, c'est plutôt la nécessité que l'autre doit intervenir pour assurer un bien pour les individus, la santé, par exemple, ou l'éducation. Donc, on demande non pas on n'empêche pas le gouvernement d'agir, on l'impose, on lui impose d'agir pour notre propre bien. Et ça serait ça la liberté. Bien sûr, on pense que l'idée de Isa Berlin, c'est de montrer la dérive potentielle totalitaire d'une liberté positive. Vous n'avez qu'à penser ici à la Chine actuellement, qui contrôle la population, même avec une sorte de pondération de tous les faits et gestes de la population avec un crédit social qui peut monter et descendre. Si ça vous intéresse, vous irez voir sur Internet, il y a plusieurs trucs à ce sujet-là. Mais là, c'est la dérive totalitaire où tout est tellement en fonction d'un bien déjà posé d'avance, décidé par l'État, que là, la liberté, l'espace de liberté individuelle, de liberté négative, finit par être étouffé complètement et on a un contrôle complet de l'activité humaine, un contrôle total de l'activité humaine qui mènerait finalement à l'absence complète de liberté, comme dirait Arendt. Petite anecdote en passant, c'est assez cocasse comme photo parce que les seules personnes qui ne portent pas de masque, ce sont les personnes en avant. Comme si les personnes à l'avant, eux, n'avaient pas besoin d'être protégées. Ça fait réfléchir à ça. J'ai trouvé ça assez spécial. Peut-être la seule personne en danger, c'est le photographe. Bon, pour terminer, conclusion, la liberté positive et la dictature éclairée. Fait que finalement, la grande critique que fait Isa Berlin et qui lui fait pencher en faveur de la liberté négative, c'est qu'il y a toujours le danger finalement d'une dictature éclairée, c'est-à-dire de personnes supérieures à d'autres qui pensent avoir atteint leur vrai moi ou la vraie conception du bien, qui vont être tentés finalement de l'imposer trop fort aux autres.
Et c'est ce que nous dit ici Isa Berlin qui se rapproche finalement de ce qu'on voit actuellement. On a souvent souligné les dangers que recèle l'emploi de métaphores organiques pour justifier la contrainte exercée par certains afin de se hisser à un degré supérieur de liberté. Hein. On les contraint, mais en même temps, ils vont s'éduquer mieux comme ça. Mais ce qui donne sa vraisemblance à ce genre de discours tient au fait que nous admettons qu'il est possible, et parfois légitime, de contraindre les hommes au nom d'une fin, disons la justice, ou la santé publique, hein, ou l'égalité, qu'eux-mêmes, s'ils avaient été plus éclairés, auraient poursuivi, mais qu'ils ne poursuivent pas parce qu'ils sont aveugles, ignorants ou corrompus. La critique que fait ici Berlin, c'est finalement qui a la vérité. Et si personne n'a une vérité sur la finalité ultime qu'on doit aboutir, ne doit-on pas permettre finalement à chacun des individus d'avoir leur propre finalité et de vivre dans un monde pluraliste plutôt que dans un monde où on va finir par être homogénéisé par un État, un organisme hein, qui va penser que l'épanouissement ne se fait que dans un sens. C'est ce qui termine ma présentation de la liberté positive et de la liberté négative. Pour ma part, je vous laisse sur une réflexion parce qu'on a tendance souvent à opposer le socialisme et le capitalisme de la même manière qu'on oppose liberté positive et liberté négative. Mais souvent, on s'aperçoit que si la liberté positive mise à l'extrême peut mener à la pire des dérives totalitaires, aujourd'hui, on peut penser à quoi aboutit une liberté négative amenée à l'extrême, c'est-à-dire où les personnes qui ont le droit de propriété peuvent faire à peu près tout, où on a des grandes firmes, grandes multinationales privées qui ont un contrôle incroyable sur les États et sur les sociétés par le biais notamment des réseaux sociaux. Et on peut se demander finalement quelle est cette fameuse liberté négative qui nous reste quand on a laissé finalement certains individus agir comme bon leur semble sans qu'on puisse s'ingérer dans leurs affaires. Alors, me semble-t-il qu'encore une fois, on pourrait virer la situation de côté et regarder quels sont les excès de la liberté négative comme les excès de la